Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, directement de Mont-Saint-Hilaire. Et juste en face de la montagne, il y a ce manoir, ce château, non, cette résidence pour personnes âgées qui attendent. Nous sommes le samedi 16 janvier 2021, le numéro 3 du Vidéorandia du samedi soir directement de Mont-Saint-Hilaire. Conception, animation, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Notre invité cette semaine, M. Jimmy, interprète professionnel. C'est plus qu'un traducteur, c'est celui qui comprend le sens des mots et des idées. Il y a un complément, un supplément au Vidéorandia numéro 3 dans le club créé réservé aux abonnés du mois de janvier. La petite apocalypse, phase 3. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia, dont le lien est ici, le premier commentaire épinglé. À la régie, Spirale. La conception du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaître. Si vous avez consulté, comme on vous le recommandait la semaine dernière, l'école Jedi, vous avez appris qu'il y a 4 chemins, 4 voies. Le mystique, contemplatif, le scientifique, le religieux, politique et le guerrier. Le mystique se pose la question « Pourquoi? Pourquoi les choses sont comme elles sont ?» Le scientifique est plus pragmatique. Comment? Comment les choses fonctionnent? Le religieux ou politique, c'est de convaincre les autres. Et le guerrier, c'est de vaincre pour dominer sur l'étranger. Les Américains l'appelleraient l'alien ou tout ce qui est différent de soi-même. Aujourd'hui, nous allons tenter de voyager dans ces 4 voies pour bien comprendre ce qui nous arrive actuellement sur Terre. Bonne émission! Oui, elle tourne tout le temps, toujours, la planète Terre, même si chez l'humain, il y a des choses qui tournent pas rond, là, hein? Eh bien, dans l'année 2020, j'ai reçu un certain monsieur Jimmy au milieu du mois de juillet pour faire un point d'arrêt sur ce qui se passait sur la planète Terre à ce moment-là. Et voici que la nouvelle année 2021 commence. On est au Vidéorandia numéro 3. Et j'invite Jimmy à nous rejoindre à nouveau pour faire encore le point sur cette planète Terre qui, soit dit en passant, est un cadeau de Jimmy qu'il m'avait fait il y a déjà un certain temps que vous la voyez à l'émission. Cette belle terre qui tourne toute seule. Bonjour Jimmy. Bonjour Richard. Je te remercie encore pour le cadeau merveilleux, extraordinaire, qui fait parler beaucoup. Merci beaucoup. Parce que les gens l'imaginent grosse, au moins comme ça. Là. Et, oui, regarde, alors tu viens de révéler un secret là, de... Ah oui. On peut dire qu'elle est à peu près grosse comme ça, là. Tiens, regarde, on le voit bien, là. Oui, c'est ça. Oui. Bon, elle est légèrement plus petite. Oui, légèrement. Tout est une question de point de vue. De perspective. Pour une fourmi, ça serait gigantesque. Exact. Oui. Alors, Jimmy... et j'en profite pour te souhaiter une bonne année. J'en profite pour te souhaiter une bonne année à toi et à toute l'équipe d'ésotérisme expérimental. Donc, on va te souhaiter la santé, je pense que c'est plus important que jamais. La santé, le bonheur, la prospérité et ce qu'il y a de meilleur dans la vie. OK. Moi, je résume ça tout simplement à la paix. Moi, je te souhaite, Jimmy, avoir la paix. Pour être en paix, il faut que tu aies de la santé, il ne faut pas que tu aies de problèmes financiers, il ne faut pas que tu aies de troubles psychologiques avec des frères, des sœurs, des amis, des voisins, etc. Sois en paix. Et ce que les Juifs appellent shalom, puis ce que les musulmans appellent salam alaikum, que la paix du Seigneur ou de Dieu soit avec toi. C'est une paix intérieure qui permet de gérer tous nos autres problèmes qui pourraient surgir. Donc ça, c'est la résultante des 3 autres, on va dire, ça donne la paix. Ouais. Si les 3 sont équilibrés, ça donne la paix. Exactement. Fait qu'on est complémentaires. Alors, Jimmy, est-ce qu'on revient sur le sujet que tu as abordé au mois de juillet 2020? Où on avait fait une émission que moi, je pense comme une des meilleures émissions de notre production sur le dossier du COVID et de l'état actuel du monde. Je pense que ça serait le bon moment de refaire le retour sur ce sujet-là. Alors, on commence par où?
Bon, le temps passe tellement vite, Richard, c'était déjà en juillet passé. On est rendu en janvier, donc ça fait 6 mois, 7 mois déjà, le passe incroyablement vite. Euh, Qu'est-ce qui il s'est passé tellement de choses depuis, c'est quasiment surréaliste. Ouais. Euh, les choses changent très rapidement. Donc, ce qu'on avait discuté brièvement au mois de juillet, c'était que donc les gens peuvent aller voir la vidéo, n'est-ce pas? Oui, Donc, oui, on le recommande énormément. donc, on avait dit très brièvement là, que depuis les années 1970-1980, il y a comme une accélération du temps. C'est-à-dire que les choses sur la Terre semblent aller de plus en plus vite et les événements se précipitent. Donc, pourquoi? Parce qu'on arrive comme à une fin de cycle. En fait, on a dit que en 2012, c'était comme la fin d'un grand cycle pour les Mayas. Et depuis ce temps-là, le temps que les choses de la fin du cycle se matérialisent sur la Terre, les choses s'accélèrent encore plus, jusqu'à l'année 2023, dont tu as parlé plusieurs fois déjà. Oui. Et Et, la semaine dernière, au Vidéorandia numéro 2, avec Gilles Surprenant et puis Martin des Bois, on avait vu un document de Nostradamus qui avait été publié dans les années 40 sur de nos jours à 2023. ah oui, Très étrangement, c'est un livre qui a été publié dans les années 40, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, et déjà il nous mentionnait 2023, livre que je n'avais jamais entendu parler, et qui a été publié vraiment, on l'a montré la semaine dernière. Alors il y a quasiment une convergence qui veut qu'il y ait quelque chose 2023. Pour moi, oui. les contacts que j'ai m'ont permis de confirmer que ça demeure toujours fin février 2023. Que l'être humain, quelles que soient ses décisions, ses comportements, s'en va vers ce moment ultime qui va s'appeler le surrender en anglais, rendez-vous en français. Mais quand on dit en anglais, on comprend peut-être mieux que surrender, ça veut dire rendez-vous, abat les armes. Se rendre. Reddition, comme tu nous avais déjà dit de traduire par reddition. Et moi, j'ai pensé que surrender ou rendez-vous, ça voulait dire meeting. Un rendez-vous où les gens vont se retrouver. Mais j'ai pour le coronavirus pris des précautions pour comprendre un peu ce qui se passe. Alors, j'ai lu quelques magazines sur le sujet. OK. Et juste à les présenter rapidement comme ça, j'ai tout lu dans ce dossier-là, tout en écoutant ce qui se passait à la télévision conventionnelle, wow, que j'appellerais d'État. Et on réalise, tiens, vois-tu, ici, là, c'est l'immunité, là. Oui. Les techniques d'immunité. Curieusement, là, l'OMS a fait disparaître le dossier qu'ils avaient sur l'immunité naturelle, pour ne laisser place qu'à l'immunité fabriquée par des vaccins. Oui, en fait, je pense que ça se réfère à ce qu'on appelle l'immunité de groupe. C'est que jusqu'à maintenant, oui, les scientifiques, lorsqu'ils parlent de l'immunité, lorsqu'il y a une maladie, lorsqu'il y a une pandémie, ils disent qu'il y a un moment donné où on atteint un certain niveau, c'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le moment où les personnes les plus vulnérables vont être protégées. Pourquoi? Parce que comme toutes les personnes autour de ces personnes-là sont immunisées, ont déjà attrapé le virus, ben, les personnes les plus vulnérables qui se trouvent au centre de ces groupes de personnes immunisées sont protégées. Donc, on appelle ça l'immunité de groupe. Jusqu'à maintenant, il y avait deux façons d'atteindre l'immunité de groupe. C'était, on disait, soit par les vaccins, soit l'immunité naturelle. C'est-à-dire qu'on laisse la maladie se propager naturellement. C'est ce qu'ils ont tenté de faire en Suède, justement, là. On laisse le virus se propager et lorsqu'il va y avoir un certain pourcentage de la population qui va être infectée par le virus, c'est-à-dire qui vont avoir accepté le virus dans leur corps, si on peut dire. Donc là, on atteint le niveau d'immunité de groupe. Mais ça, c'était la définition qui était acceptée par l'OMS jusqu'à maintenant. Là. Il y avait deux façons, soit par le vaccin, soit naturellement. Mais maintenant, quand on visite leur page web, l'immunité de vaccin est la seule qui est possible. Ah bon? L'immunité de groupe, ce n'est plus possible. En tout cas, ce n'est plus mentionné. Ah bon? OK. Donc, c'est étrange, hein, ces comportements-là qui sont contradictoires, qui sont erratiques. Un jour, c'est ça, un autre jour, c'est une autre vérité. On l'a vu pour le masque, on l'a vu pour les gants, on l'a vu... exactement.
Et, tu sais, alors si je continue, juste pour vous montrer à quel point il y a une ampleur de documents sérieux, là. Vous voyez que c'est toujours des magazines qui ont une certaine crédibilité, là. On n'est pas dans le farfelu, là. Bon, alors, c'est l'Atlas des utopies. Je l'ai mis en considération puisque on pense bien que on veut arriver à une société meilleure, mieux organisée, où l'intelligence artificielle va prendre le dessus. On a parlé des pandémies qui ont failli provoquer ce qu'on pourrait appeler des fins du monde. Et parlant du sujet des fins du monde, un peu la génétique. Et puis, celui-là, Nexus. Un numéro spécial. Évidemment, le Nexus rentre presque plus au Québec. Celui-là, je l'ai aussi. Je l'ai, celui-là. Tu l'as, hein? Il en parlait dans ça, là, entre autres, de l'usage de argile, différents types d'argile, pour se soigner et se nettoyer. Il ne parle pas tellement des techniques de prévention et de la façon dont on pourrait se protéger. Et on nous cache évidemment l'arrivée pour le mois de mars ici au Québec, à Montréal et ailleurs, de la 5G, alors qu'on apprend qu'en Europe, les grandes villes d'Europe ont créé un moratoire pour éviter d'être victime d'une 5G imposée à toute la population. Ça devient une pollution des ondes qui atteignent le corps humain et qui peuvent nuire définitivement. C'est l'électrosmog. Oui. Celui-là, il est l'incontournable. Ah, Dr Raoul. Oui. Professeur Raoul. Didier Raoul. Avec un T, Raoul. Et il a fait sa marque. C'est peut-être le grain dans la mécanique. Parce qu'on avait pensé que c'était... Alors oui, l'idée des savants maudits. Les savants maudits... Le grain de sable dans le mécanisme. Pardon? Le grain de sable dans le mécanisme, oui, exactement. Les savants maudits, ce sont tous les savants, puis il y en a une trentaine, qui au cours des 50-100 dernières années ont été rejetés par Big Pharma ou par l'establishment. Et puis celui-là, Pandémie, qui était apparu à l'automne dernier par Québec Science, comme s'ils savaient que ça s'en venait, pour nous expliquer c'est quoi une pandémie, puis comment ça va se développer. Et comme la série télévisée, la pandémie, une émission télévisée, la série. Et celui-là, c'est les fins du monde. Il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu beaucoup de fins du monde. Dans les fins du monde, ok, oui. Alors, je viens de faire un panorama de ce qui m'a aidé à cultiver la connaissance du dossier à différents degrés et pouvoir échanger avec toi aujourd'hui en allant dans des sphères qui sont plus ésotériques, mais comme dit que Glenn est mal informé. Vous avez vu ce qui est la base de l'information que j'ai depuis à peu près 6 mois, presque 1 an. C'est scientifique, c'est des gens qui ont osé s'exprimer sur les dossiers, même plusieurs confirment les dires officiels qu'on entend parler par les médias conventionnels, mais beaucoup sont en marge de ces médias-là. Est-ce que tu as entendu parler du congrès de Copenhague? Ah, pas de Copenhague, excuse, de Stockholm. Hein? Je pense que tu parles du sommet de la paix de Stockholm. Oui, il s'appelait le sommet de la paix, mais COVID-19 aussi. C'est ça. En fait, le thème de la conférence, c'est la pandémie du COVID-19. Oui, j'ai écouté peut-être la moitié du sommet, j'ai pas écouté en entier, mais c'est vraiment intéressant. On entend justement des médecins ou des experts se prononcer sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et on voit qu'ils nous présentent des points de vue différents qui sont pas tellement relayés par les médias traditionnels, par les médias dominants. Et donc, je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de le voir aussi. Oui, évidemment. Moi, je suis pas comme toi, traducteur, qui comprend parfaitement l'anglais pour le traduire, mais j'ai essayé de comprendre un peu. Une grande partie qui est en français quand même. Hein? Oui, en effet. Oui. Parce que je pense surtout que le début qui est l'aspect juridique, jusqu'à quel point ils peuvent nous imposer un vaccin, jusqu'à quel point ils peuvent nous imposer le confinement, etc. Là, au Québec, on s'y soumet parce qu'on nous dit que c'est souvent un problème culturel au Québec. Que si en Chine, ils ont pu fêter le Nouvel An, ils ne sont pas encore arrivés, ils s'en viennent au Nouvel An chinois, mais qu'il y a eu des fêtes, puis il y avait encore des gros parties organisés, parce que là-bas, pendant 2 mois et demi, ils ont vraiment respecté, mais totalement, le confinement.
Alors que nous, on a une attitude un peu plus latine, là, les latins là, qui veulent se rebeller contre l'autorité. Puis regarde, sur le mur en arrière de toi, il est écrit d'être libre là. Ça commence par quoi la phrase? Oui, ça c'est quelque chose qui était écrit sur mon mur avant que je déménage ici. Moi, Oui. donc j'ai pas repeinturé tout simplement, mais je pense que ce qui est écrit là, parce qu'une partie est cachée là, c'est le bonheur d'être libre, la liberté d'être heureux. Je pense que c'est ce qui est écrit au total Ah, sur le c'est mur là. bien. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est quand même de circonstances de ce temps-ci, alors que les libertés personnelles sont restreintes en raison de la Oui. pandémie à cause de toutes les mesures qui ont été prises, là. Donc, mais voilà, c'est ce qui est écrit sur mon mur. Non. Euh, Vraiment, là, on est dans un moment où il y a une confusion. Euh, il y a une dystopie dans la transmission des paradigmes. D'un côté, c'est comme ça, de l'autre, c'est ça, de l'autre, c'est ça. On ne sait plus qui croire, on ne sait plus quoi croire, et on ne sait plus sur quel pied se garantir d'être dans la bonne voie. On a l'impression que tout le monde tâtonne, comme des aveugles là, qui essayent de trouver un chemin, mais il y en a qui vont peut-être trouver le bon chemin, puis les autres ben, vont s'en aller dans l'abîme. Toi, comment tu te sens dans tout ça et qu'est-ce que c'est qui te dirige ta pensée maintenant? Là? Parce que toi, tu n'es pas médecin. Tu es un traducteur professionnel qui a peut-être été interprète, mis dans des circonstances où tu as entendu des gens parler de choses qui ne sont pas à la portée de tous dans des réunions privées où tu es tenu par le secret professionnel. Puis je n'irai pas te titiller avec dis-nous, dis-nous. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que dans les réunions où je traduis, là, tout le monde en parle du Ah oui, il n'y a pas coronavirus, eu tout le monde de... parle parce que tout le monde est affecté d'une façon ou d'une autre. Ouais. Mais je te dirais qu'en général, ce qui est discuté, c'est ce dont on parle généralement, là. Donc, il y a pas de grand scoop, là. Non, pas de secret de Tout le bombe monde est atomique. affecté, les gens, les entreprises doivent favoriser le télétravail. Les gens sont chez eux, des fois avec les enfants. Il y a toute la façon de gérer la vie des gens change du tout au tout, là. Donc, c'est surtout de ça dont on parle, euh, comme tout le monde. Donc, les gens doivent s'adapter. Voilà. Donc, les gens, les entreprises, les travailleurs, tout le monde doit s'adapter à ça. C'est de ça dont les gens discutent surtout. Et le fait aussi que, comme depuis le mois de mars, là, il y a beaucoup de choses qui ont été fermées, annulées. Les gens, là, à la fin de l'année là, de 2020, les gens ont dû comme se dépêcher à organiser leurs rencontres, leurs réunions qui avaient été annulées, là, les conférences, tout ça, là, ça a été remis à plus tard. Donc là, tout ça est arrivé en décembre là, de cette année. Ah oui, ils ont recréé leur réunion à ce moment-là. Ils ont Oui, refait. mais tout se fait maintenant virtuellement. Ah oui, Toutes les OK. réunions, tous les congrès, toutes les conférences, tout se fait pratiquement maintenant de manière virtuelle, soit sur Zoom ou sur d'autres plateformes. Donc ça, c'est le changement là qui est arrivé. Euh, le fait que les gens avant ne pouvaient pas vraiment sortir de leur bureau pour aller travailler, les horaires flexibles, il y en avait, mais c'était pas très admis. C'était pas tout à fait accepté. Qu'est-ce que les employés font quand ils sont pas au bureau? Est-ce qu'ils travaillent vraiment? Est-ce qu'ils s'amusent? Est-ce qu'ils sont sur Internet? Ça a changé du tout au tout parce que maintenant, les gens sont forcés de travailler à distance à partir de chez eux. Et donc, les patrons, les chefs d'entreprise doivent faire confiance Ah oui. et ça change complètement l'organisation du travail, les horaires de travail aussi. Et là, ils veulent passer une loi ou un décret, je sais trop, pour permettre aux gens qui sont branchés avec leur entreprise, avec leur patron par Internet, d'avoir la sainte paix pendant l'heure du dîner, pendant les soirées et les matins, de ne pas se faire réveiller à 6h, 7h30, fais ci, fais ça. Non, non. Des heures de bureau à des heures raisonnables, et en dehors de ça, respecter les temps de pause, ou au moins l'heure du dîner, puis quand la journée est finie à 5h, c'est fini. C'est pas Ça, parce qu'il est à la maison. j'ai pas entendu parler de ça, mais c'est vraiment quelque chose qui serait intéressant, je pense. Oui. Parce que là, ce que je vois moi-même à mon travail, c'est que les gens s'attendent à ce que les gens répondent à n'importe quelle heure. Euh, Ça serait les gens semblent, illégal non, d'essayer de communiquer avec les employés en dehors des heures de ah oui, bureau. ok, ce serait au Québec, ça? Oui. On est, Ah des oui, fois, on est marginal, marginaux, pour des raisons valables, même si des ok. fois on l'est souvent pour des raisons non valables. Ça serait intéressant. C'est sûr qu'il y aurait probablement une meilleure qualité de vie
que Ben lorsqu'on parle oui. de l'équilibre travail, vie familiale, travail, vie personnelle, c'est sûr que je pense qu'il y aurait probablement des avantages là, pour plusieurs personnes. Bon, mais de manière globale, là, comment tu te sens, toi, de vivre cette époque-ci où on reste piégé dans un système qui nous impose une façon d'être, une façon de vivre? On n'a plus, comme tu l'écris derrière toi, comme c'est écrit sur ton mur, là, la totale liberté, le bonheur dans la liberté d'être heureux. C'est réduit à sa plus simple expression. Contente-toi de ta petite galerie, puis arrange-toi avec les moyens du bord. Il y a des restaurateurs qui sont en train de faire faillite, là, ça tombe comme des mouches, là. Oui, ils disent que probablement d'ici au printemps, il y a la moitié des restaurants qui risquent de faire faillite. Je vais vous montrer une image qu'on avait faite ensemble, qui est D'accord. réservée au club créé par après, qui est la psychologie de la manipulation mentale. Tu t'en souviens de celle-là? Ça, c'est dans le club créé. Ah oui, Et c'est là, c'est moi oui, qui oui. présentais des documents qu'on avait donnés Oui, je me dans le cadre souviens de des ce émissions. document-là, de cette Oui. émission-là. Bon, alors, pour répondre à ta question, depuis qu'on s'est rencontrés au mois de juillet, il y a beaucoup de choses qui sont passées, n'est-ce pas? Euh, mais si on veut parler des développements, de tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait, j'avais quasiment envie de te répondre que j'ai plus grand-chose à ajouter ou plus grand-chose à dire. Pourquoi? Parce que tout est à peu près connu, je pense. Il y a tellement de choses maintenant qui sont disponibles sur Internet. Il y a Mhm. tellement de choses qui sont révélées. Il y a tellement de choses qui ont été mises à jour dans toute cette histoire de COVID-19 et de pandémie qu'il suffit simplement de chercher l'information pour trouver. Donc, on peut discuter, on peut mentionner des éléments, puis c'est peut-être ça qu'on va faire, mais moi, ce que je vois, c'est que maintenant les choses sont devenues assez claires. Je pense qu'on voit la tendance de ce qui se passe, on voit tranquillement vers où ça nous mène, on voit qu'il y a des changements importants dans ce qu'on appelle la nouvelle normalité. Oui. Combien de temps ça va durer tout ça? Vers quoi ça nous mène? Euh, donc voilà, je pense que ceux qui prennent le temps de s'informer, ceux qui ne vont pas seulement euh, lire les informations dans les journaux dominants, dans les médias dominants, on les appelle les médias du courant principal, là. Ceux qui Mainstream en anglais. oui, c'est ça. Donc ceux qui s'informent ailleurs, je pense qu'ils ont des mines d'informations qui sont disponibles. Puis ils vont constater qu'il y a des choses un peu étranges qui se passent actuellement. Donc, ce que moi, ce qu'on peut constater, c'est que actuellement, la population semble être dans un état un peu de choc. Les confinements sont arrivés, la nouvelle normalité est arrivée, comme on l'appelle. Il y a eu la distanciation sociale, il y a eu les masques. Les gens sont endormis, semble-t-il, en majorité, pas tout le monde, hein. Mais il semble que la population, moi, ce que j'observe, c'est que les gens, la population en général semble être un peu comme dans un état de choc. Il y a les nouvelles qui présentent constamment le nombre de morts, le nombre de décès, le nombre de nouveaux cas, etc. Donc tout ça, ça crée un état un état de peur, si on peut l'appeler comme ça, mais également un état de confusion. Et qu'est-ce qui arrive quand les gens sont dans un état de confusion? Souvent, ils vont s'en remettre à l'autorité. Donc moi, c'est un peu ça que j'observe. Euh, Sans il semble, réfléchir, tu veux dire. Sans réfléchir d'eux-mêmes en se disant, ils ont raison, l'autorité, on va se soumettre à ce oui, qu'ils disent. oui, parce que les gens sont un peu zombies, sont un peu dans un état de choc. Oui. Et donc, les directives qu'on leur donne, étant donné qu'on ne sait plus à quel sein se vouer, comme dit l'expression, on ne sait plus qui croire à gauche, à droite, beaucoup de gens s'en remettent à l'autorité, donc acceptent, ils vont de l'avant avec toutes les mesures qui sont proposées ou imposées. On dit en psychologie, là, ça c'est quelque chose qui est assez connu, là, on parle que lorsqu'il y a un choc qui se produit,
chez quelqu'un, il va y avoir 3 comportements en général là, qui vont se produire chez la personne. Donc, c'est qu'on va... Alors, mettons qu'on fait face à un lion. Qu'est-ce qui va se passer? Le premier comportement, c'est qu'on va vouloir soit l'affronter, donc on va se battre, parce qu'on est en état de choc, de panique. Soit on va vouloir l'affronter, soit on va vouloir fuir, soit on va geler sur place, puis on ne sait plus quoi faire. Donc, dans la situation actuelle de la pandémie qui est mondiale, on ne peut pas vraiment s'enfuir, à moins de changer de pays, peut-être faire un peu comme Jean de Floride a fait, aller dans le sud, dans un état où actuellement les choses sont différentes, où les choses sont un peu plus détendues, plus libres. Mais est-ce que ça va durer? Là, on voit que ce qui se passe avec le président Trump, il va peut-être être destitué, je ne sais pas. Alors, Biden, lui, il a promis, je ne veux pas trop parler des élections aux États-Unis parce que je ne suis pas expert dans ce domaine-là, bien sûr. Je pense que Jean de Flore en sait beaucoup plus que moi. Oui, de ce temps-là, il est très silencieux. D'accord. Mais tu vois, Biden, lui, il a dit que lui, il allait imposer le masque partout, qu'il allait imposer les confinements partout pour combattre le virus. Donc voilà, même si on tente de s'enfuir, même si on va dans un état qui est plus libre, si on peut, entre guillemets, si on peut dire des choses comme ça, ben combien de temps ça va durer? Donc, dans cette situation actuelle, on voit qu'on peut pas vraiment s'enfuir. En tout cas, on peut difficilement s'enfuir. Déjà, voyager dans un pays étranger, c'est compliqué. On parle de passeport de santé. On parle qu'il faut se faire tester avant, qu'il faut se faire tester après, qu'il y a la quarantaine en revenant. Des fois, il y a des pays où il faut faire la quarantaine en arrivant à ce pays-là qu'on veut visiter. Donc, c'est de plus en plus compliqué, là. Est-ce qu'on peut se battre? Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Se rebeller contre les autorités qui adoptent des mesures. Moi, je pense que c'est jamais la bonne idée, là. On va s'amener des problèmes. Au Québec, on a quand même eu des ténors des médias alternatifs qui ont osé affronter l'opinion officielle, comme on le voit ici, là, André Pitre et les autres, là, ses acolytes. Ensuite, le plus mais ça reste quand même pacifique. Tous, ben, ça a été justement ça reste quand même pacifique. Ça reste quand même pacifique, c'est pas vraiment se battre. On peut se battre avec la parole, on peut se battre avec des idées, on peut se battre avec une contradiction solide, avec des arguments étayés par des faits, puis il se servait, Alexis Cossette, des mainstream, des médias conventionnels, pour dire, voici, ils ont déclaré ça, ils ont déclaré ça. Une des réflexions qui m'est venue rapidement à l'esprit, c'est, comment se fait-il qu'on nous disait, bon, il y a eu 40 morts depuis hier, il y a eu 27 morts depuis hier. Moi, j'exigerais que les noms de ces personnes qui sont victimes au champ de bataille, qu'on les retrouve dans les journaux. En tout cas, il y a deux journaux principaux. Tu parles des décédés de la COVID. Oui, qui nous disent être décédés de la COVID. Qui nous disent le nom de la personne, son âge et dans quelle région il est décédé. Pas nécessairement l'hôpital dans lequel il est mort. Sauf que là, on aurait un aperçu qui donnerait une crédibilité à des chiffres qui n'en veulent pas de crédibilité. C'est du n'importe qui, n'importe quoi. Ce serait une mesure de transparence qui serait excellente, je pense. Parce qu'actuellement... Tout de suite, des gens diraient, Joseph Berthiaume, ben, je l'ai connu. Puis à part de ça, il est dans telle région. Ah ben, ça doit être lui. Ils appellent la parenté. Puis ils apprennent que, oui, c'est lui, il est décédé. Mais il est-tu mort du COVID? On n'en a pas de point de référence à ça. C'est des paroles. Moi, j'ai eu des témoignages, tiens-toi bien, là, je l'avoue comme ça, j'ai eu des témoignages d'infirmières dans des hôpitaux de la région de Montréal, pour ne pas nommer aussi Montréal carrément. Il y a une manipulation qui fait qu'on est dérangé. Les propos que je viens de tenir sont graves. Mais quand on sait avec qui on fait affaire, pas pour rien que je suis rendu sur un média dédié. Si YouTube ne veut plus m'endurer, j'irai, j'avertis mon public déjà, vous allez sur orandia.ca. Je le répète, orandia.ca. Là, on est chez nous. Puis je pense qu'on a la liberté de dire des choses tant qu'on n'attaque pas quelqu'un. Et je n'ai pas l'intention jamais de pointer du doigt qui que ce soit.
Simplement de se dire, écoute, on est dans un média de communication, et avec la liberté de la presse, on devrait être capable de dire des choses dont on est témoin, dont on est informé. Et au bout de la ligne, les gens feront leur jugement. On nous a retiré l'hydroxychloroquine. On l'avait, on l'a retiré des pharmacies. On avait des masques N95. Le gars est passé à l'émission Tout le monde en parle pour dire, ben oui, on en avait, il y avait seulement les élastiques qui étaient finis, séchés. Ben, remplacer les élastiques, c'est facile. Ça se peut que l'élastique, au bout de 15 ans, il soit séché. Mais la toile est restée dans un endroit aseptisé, dans des boîtes bien enfermées. Ben, on aurait pu les mettre en circulation. Alors, il y a des scandales, mais sur toute la ligne. Alors, c'est un peu ça que je voulais dire, Richard, quand je te disais que... J'ai une bombe pour toi, puis j'ai une bombe pour tout le monde dans quelques instants. Je la garde, je t'écoute. Et je sais que tu nous amènes vers cette bombe. La bombe, je vais la montrer tantôt. Je ne veux pas que Geneviève la montre tout de suite, mais ça s'appelle tout simplement le plan. Le plan qui a été prévu depuis... Moi, je l'ai en ma possession depuis octobre dernier. Et on m'avait demandé, et on l'a demandé à tous ceux qui ont reçu le plan de ce que doit être la fameuse pandémie, là, les étapes. Et j'ai attendu, puis je me suis dit, n'importe qui peut avoir de l'imagination puis inventer des affaires en octobre. Là, j'ai vu arriver novembre, décembre et janvier, et avec ce qui s'en vient, ça suit le plan. Là, j'ai assez d'arguments pour dire, maintenant, après tant de mois, là, le plan que je vais vous montrer, ça va nous amener beaucoup plus loin que janvier, février. Là. On va voir avril, on va voir juillet, on va voir septembre, on va voir décembre prochain. Alors... Donc là, tu nous intrigues, Richard. On va en parler tous les deux ensemble. Si tu me permets de rebondir sur ce que tu as dit là. Donc, si on revient à l'idée d'un individu en état de choc, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut tenter vouloir se battre. Bon, alors là, quand je parlais de se battre, moi je parlais pas de se battre avec des mots ou avec des idées. Ça, pour moi, c'est des choses pacifiques. Donc, je pense que ça, c'est quand même pacifique. Oui, ok, pacifique. Oui. Oh mon Dieu, oui, mais donc ça peut faire plus mal des fois qu'un couteau ou qu'une carabine. C'est ça, mais quand je te parle de battre, ça serait avoir recours à la violence. Ça serait s'opposer, confronter. Là. Je parle de réaction plus parce que la violence verbale, elle peut être très dite de façon très diplomate, mais tu viens d'accuser quelqu'un de quelque chose dont il n'est pas coupable du tout. Je suis d'accord. Mais quelqu'un qui va présenter des faits de ce qui se passe, pour moi, c'est pas vraiment se battre. Ben oui, ça peut être considéré se battre, mais c'est plus parler des choses telles qu'elles sont, présenter la réalité telle qu'elle est. D'accord? Donc c'est. Oui, d'accord. Okay. Donc voilà. T'as fait référence à M. Pitre. Mais lui, tu as parlé des hôpitaux. Donc lui, effectivement, lui aussi, justement, il a mentionné que dans plusieurs régions rouges du Québec, souvent c'est des régions éloignées, il y a de l'information qui a coulé, qui a été envoyée, je pense, par des travailleurs de la santé du Québec, où on voyait que dans plusieurs hôpitaux où il y a la zone rouge, donc il y a le confinement, etc., il y a 0 cas de COVID. C'est des documents officiels qui ont été montrés à la caméra. Je ne dis pas dans les grandes villes, c'est autre chose, là, Québec, Montréal, mais dans certaines régions, il n'y a pas de malades de COVID. Puis ils mettaient la zone rouge en disant que l'hôpital était débordé de cas de COVID. C'est ça, exactement. On dit là, qu'il y a des débordements d'hôpitaux. Si on parle 2 secondes de la question des débordements d'hôpitaux, donc il y a des gens qui ont consulté, on peut voir ce qui se fait ailleurs aussi. Donc, en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a des gens qui ont consulté les données officielles. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les hôpitaux ont moins de patients que les années passées. Oui. Comment on peut expliquer ça? Ben, c'est parce que il y a eu des coupures depuis des années dans les systèmes de soins de santé. Donc, quand il y a des coupures, il y a des réductions d'effectifs, il y a des réductions de lits d'hôpitaux, il y a des réductions de personnel. Donc, s'il y a moins de lits, à un moment donné, il ne peut pas y avoir plus de lits que l'année passée occupés par des malades de COVID. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il n'y a pas plus de patients dans les hôpitaux que les années passées. Donc ça, c'est problématique. Parce qu'on il y a beaucoup moins de monde dans les urgences. On se souviendra qu'à partir de l'automne, l'époque de Noël, le jour de l'an,
C'était plein de gens qui souffraient de la grippe ou de Oui, l'influenza, qui appelaient, là. Puis les oui, gens se parce que faisaient ça, vacciner c'est... contre la grippe, contre... Ben oui. Oui, parce que ce qui se passe aussi, c'est que les gens ont peur aussi. Les gens ne vont plus à l'hôpital très souvent pour se faire soigner pour des bobos qu'ils avaient, Ouais. parce qu'ils ne veulent pas aller dans un endroit où c'est contaminé par la COVID-19. Donc voilà, donc tout ça fait en sorte que on parle même que donc en Angleterre, les infirmières ont témoigné justement, comme tu dis. Les infirmières ont dit, oui, il y a des problèmes de surcharge dans les hôpitaux, c'est-à-dire que les hôpitaux sont surchargés, mais pourquoi? C'est pas parce qu'il y a une vague de malades de COVID, c'est parce qu'il y a eu des coupures depuis des années, il y a eu des coupures de personnel. Et donc, en fait, ils disent même que selon les données officielles, en 2020, il y avait 15% moins de patients qu'en 2019. Ça, c'est les données officielles là, dans les hôpitaux anglais. Donc, pour ces crises, je suis en train de lire un texte, là, toutes ces crises sont dues à des coupures de budget, un manque de personnel et à des mesures excessives. Ça aussi, c'est notre problème, c'est que dans les hôpitaux, étant donné que tous les malades doivent être distanciés, il y a moins d'espace. Les travailleurs de la santé doivent faire des acrobaties pour gérer tout ça. On doit séparer ceux qui sont atteints de la COVID, ceux qui ne sont pas atteints de la COVID. Donc, ça fait en sorte que ça crée une confusion et les hôpitaux sont débordés en raison de toutes ces mesures-là et de tout ce qui se passe en termes de coupures, là. J'ai parlé déjà de la question du Québec. C'est pas tous les hôpitaux qui sont débordés. Il y a aussi la question des tests PCR. Les fameux tests PCR, et ça, c'est en relation avec la deuxième vague. La deuxième Le bâton vague, qu'on rentre dans le nez, là, jusqu'au fond des voies c'est ça. nasales, là, puis qui va chercher s'il y a des traces de virus. C'est ça. Ouais. Le fameux, pardon, le fameux test PCR, ça détecte des cas. Mais on ne va pas expliquer en général ce qu'est un cas. Un cas, c'est pas un malade. C'est pas la même chose. Un cas de quelqu'un qui porte dans son fond de nez des morceaux de virus ou des virus. Mais tant qu'ils ne sont pas descendus dans les poumons ou dans l'organisme, il n'est pas malade. Un cas, c'est quelqu'un qui a été testé positif, c'est tout. Bon, il y a la question, testé à quoi? Parce que ça, quand on parle de choses étranges qui se passent, justement, la question du PCR, du test PCR, c'en est une. L'inventeur du test PCR lui-même a expliqué que le test ne devait pas être utilisé pour faire des diagnostics. Et actuellement, c'est ce qu'on fait. Ouais. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais l'inventeur du test PCR est décédé, je pense, en 2019, juste avant la pandémie. Et bon, il devait être très vieux, hein, c'est ça, il devait être très vieux. Il y en a qui trouvent ça étrange. Ben, oui, hein. Le gars qui s'en va contredire, ce sur quoi on va s'appuyer pour faire croire à tout le monde qu'il y a une pandémie terrible. Autre chose, c'est le nombre de cycles. Je ne sais pas si tu savais que le test PCR, de la manière que ça fonctionne, c'est que ça détecte du matériel génétique de virus, mais on amplifie. Donc, chaque fois qu'on augmente le nombre de cycles, on amplifie la recherche de ces virus ou de ces morceaux de virus. Il devrait s'arrêter autour de 20-25 cycles. Puis au Québec, ils vont jusqu'à 40 cycles, c'est-à-dire 45 même. Alors, c'est sûr que tu augmentes la quantité, et à chaque fois, tu finis par dire, ah, ben, il y en avait. Ben oui. C'est exactement ça. C'est que le nombre de cycles, non seulement il varie d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, ça peut varier d'un hôpital à l'autre parfois. En plus, selon les experts, si on dépasse les 25, 27, 30 cycles, le test n'est plus sûr, n'est plus efficace. Pourquoi? Parce que c'est comme prendre un microscope. On agrandit tellement qu'on ne détecte plus vraiment le virus. On détecte des morceaux de virus, des restants de virus. Un virus qui est parfois des morceaux de virus complètement inopérants, qui ne peuvent même pas être contagieux. Donc voilà. En plus, la méthode utilisée pour les tests PCR, ça n'a jamais été... ça n'a pas fait l'objet de ce qu'on appelle une révision par les pairs. Quand on fait une étude, les pairs, donc les autres scientifiques, doivent examiner ton travail pour ensuite délibérer, puis ensuite dire oui, cette étude-là est valide ou pas. Bon. Alors, est-ce que tu savais que le test PCR, il n'y a jamais eu de révision par les pairs là-dessus? C'est un protocole qui est utilisé
sans analyse exhaustive par d'autres scientifiques. Et il y a des scientifiques, justement, qui ont écrit là-dessus, puis qui ont dénoncé ça. Ils ont dit, ce test-là, comment ça qu'il n'a jamais été un protocole qui a été révisé par les pairs. Il n'y a pas de normes universelles. Les gens font toutes sortes de choses différentes, ce qui fait en sorte qu'on arrive à un nombre exponentiel de cas. Mais les cas, c'est pas vraiment des malades, c'est des cas, c'est-à-dire qu'ils ont simplement testé positif au test PCR. Et en fonction de quoi, on va appliquer toutes sortes de mesures, telles que le confinement, les masques, etc. Donc ça, c'est un problème qui est important, là. Il y a eu un procès au Portugal où il y a des touristes allemands qui ont testé positif au test PCR et donc ils étaient placés en confinement de manière obligée là, par les autorités du Portugal. Donc il y a eu une poursuite et les autorités ont dû reconnaître que le test PCR n'était pas fiable. Donc ça, c'est quelque chose qui fait jurisprudence, qui va peut-être être appliqué dans d'autres pays par la suite. Là. Oui. Ça, c'est important à savoir. Je me souviens plus de quoi tu avais parlé aussi. Tu as parlé des masques. Bon, c'est la même chose un peu pour les masques. D'ailleurs, je réfère les gens à voir les vidéos du professeur Denis Rancourt de l'Université d'Ottawa. Je ne sais pas si tu sais de qui je parle. Le professeur Rancourt est quelqu'un qui a fait une étude exhaustive de la littérature scientifique sur les masques. Et sa conclusion, c'est que les masques tels qu'on les utilise actuellement, ça ne peut pas fonctionner pour prévenir la transmission d'un virus tel que le COVID-19. C'est que la manipulation des masques telle qu'elle se fait tous les jours par tout le monde, c'est pas du tout fait de façon hygiénique ou sanitaire. Dans les hôpitaux, ils ont des protocoles stricts pour la gestion des masques. Premièrement, ils ne peuvent pas les porter plus que 2 ou 4 heures. Ils doivent les prendre de telle façon à ne pas infecter la partie intérieure des masques lorsqu'ils les enlèvent, lorsqu'ils les remettent. Puis ils les jettent à la poubelle très rapidement. Ils conservent c'est ça, pas actuellement. Là, dans les écoles, ils vont fournir 2 masques par élève par jour. Un pour l'avant-midi et un autre masque pour l'après-midi. C'est ridicule parce que ce masque-là va peut-être accumuler des virus, des cochonneries. Et quand l'enfant va l'enlever, il va se l'enlever simplement comme ça, il va le prendre, il va y toucher avec ses mains, puis il va le jeter à la poubelle. Mais c'est ce qui se passe. D'ailleurs, si on visite... ben, ça va répandre encore les virus proches de sa bouche. Alors, on est sûr que tout le monde va éviter au virus. C'est ce qui se passe. Parce que de toute façon, si tu te promènes là, dans les rues, là, moi, ce que je vois des masques jetés partout. Donc déjà là, si c'est vraiment quelque chose qui est contaminé, qui veut empêcher la propagation d'un virus, on devrait s'en débarrasser de manière contrôlée et non pas les jeter n'importe où, à gauche, à droite. C'est un autre problème. Tiens, Geneviève peut nous montrer là, le costume que ça prend dans les laboratoires P4 où on travaille. Oh, regardons ça. Avec un habit gonflé par une pression intérieure d'air pour que ça rejette vers l'extérieur continuellement tout endroit où il pourrait y avoir une fissure ou quelque chose. Et c'est pas bien qu'un masque sur la bouche, là. La tête est couverte. C'est ça que ça prendrait à tout le monde. Hein. C'est ça, il y a tout un protocole avec ça aussi qui vient. Là, c'est pas juste le fait de mettre une combinaison, il y a un protocole, comment l'enlever, comment la remettre, etc. Et bon, parce que l'argument principal de la protection des masques, c'est que ça empêche la salive, les particules de la bouche. Mais ça, c'est les grosses particules. Mais si c'est aéroporté, ça passe par les côtés, ça passe par en dessous, ça passe partout. Ouais, oui. C'est une question de pression d'air. L'air va circuler là où il y a de moins de pression. Et c'est où? C'est les ouvertures. Ben et il n'y a pas de masque parfaitement étanche, à moins de le faire mouler à son visage, ce qui n'est pas le cas. Les gens qui ont une barbe comme toi, il y a des ouvertures partout, là. Ben oui, ça passe par la barbe, puis c'est ça, ben oui. C'est ça. Et que je te dis. Donc ça fait partie des choses étranges qu'on découvre quand on commence à creuser les choses. On trouve qu'il y a des anomalies à gauche, à droite. Et donc, ceux qui prennent le temps de s'informer, ailleurs que seulement dans les médias dominants, ben ils vont trouver des choses. Ils vont trouver qu'il y a des choses qui sont étranges, qui font en sorte que les gens remettent en question. Excuse-moi, oui, vas-y. Ben, des choses... c'est curieux qu'on est au 21e siècle, qu'on n'a pas de protocole préventif, qu'on n'a pas de
je sais pas, moi je connais pas de maladie qu'on ne recommande pas. Là, on nous recommandait la vitamine C, on nous recommandait la vitamine B. D, oui, D. Comme... Puis moi, j'ai déjà parlé de ça. Et je me suis fait dire par une femme qui travaille à la SAQ qu'en Allemagne, c'est très connu, le Jägermeister, parce que c'est fait à l'aide de 56 racines, plantes, etc. C'était d'abord un médicament qu'ils ont alcoolisé pour le conserver plus longtemps et le vendre à travers le monde. Et c'est connu là-bas. Elle dit oui, les vieux, ils prennent ça régulièrement. Phytothérapie. Pardon? Oui, c'est un médicament dans ce que j'avais lu sur ce produit-là, c'est que c'est un phytothérapeute allemand, oui. Il y a longtemps, là, qui avait créé ce mélange-là en rassemblant les meilleures plantes de phytothérapie qu'il avait connues durant toute sa carrière, là. Donc, il a vraiment inventé un produit qui est un produit de phytothérapie. C'est ça. Alors, quand on commence à avoir du papier sablé dans la gorge ou quelque chose, ou qu'on sent dans nos poumons quelque chose, Geneviève, elle n'avale pas l'alcool. Elle se gargarise avec. Ça rétablit rapidement. Puis, quand je dis rapidement, c'est dans les 5-10 secondes qui suivent. Moi, je me gargarise, je l'inhale dans le nez et je l'envoie dans la gorge. Et je sens on a accès à, je ne sais pas, vous allez l'essayer et vous verrez la différence. Il y a une médecin en France qui a développé un protocole contre le coronavirus en utilisant l'argile verte, si je ne me trompe pas. Exactement, oui. Donc ça, c'est relié à ce que tu as dit juste avant, là, que c'est Docteur Alaise a dit... Oui, a développé un protocole qui utilise l'argile verte contre le coronavirus et selon son travail, bon, elle explique qu'elle a connu des succès plusieurs fois. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple de traitement alternatif qui existe avec l'hydroxychloroquine. Ça, c'en est un autre. L'hydroxychloroquine du professeur Raoul en France avec l'azithromycine. Il y a d'autres qui combinent ça avec le zinc. Donc, ça, c'est un autre traitement qui peut être utilisé en prophylaxie, donc en prévention. Mais il y en a d'autres. Je pense que j'avais pris quelques petites notes à ce sujet-là, là. L'artémisia. Oui, il y a l'artémise ou l'artémisia annua qui est utilisée dans plusieurs pays, dont à Madagascar en Afrique. Il faut savoir qu'au Madagascar, ils ont développé leur propre médicament qui s'appelle l'artémisia COVID organics. Ils l'ont donné le nom, oui. C'est même le président du Madagascar qui a fait en sorte qu'on développe ce produit-là, mais c'est un produit qui a été immédiatement rejeté par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, pourquoi? On observe que la seule chose qu'ils proposent, c'est le vaccin. Avant ça, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas la mélatonine. Il y a des gens qui utilisent la mélatonine pour traiter le coronavirus ou le COVID-19. Est-ce que tu en as entendu parler? L'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, c'est ça. L'organisme de manipulation du siècle. Oui, on peut donner d'autres... on peut le redéfinir de plusieurs façons. Il y a aussi l'ivermectine. L'ivermectine qui est une substance très prometteuse dans le traitement du COVID-19. Est-ce que tu en as entendu parler? De? L'ivermectine. Non. Il y a des médecins qui traitent actuellement la maladie du COVID-19 avec l'ivermectine. Il y a le magnésium. Il y a la vitamine C en haute dose en intraveineuse. Il y a la vitamine D, tu en as déjà parlé. À Cuba, ils utilisent l'interféron bêta. Peu de gens ont entendu parler de ça. Au Japon, ils ont utilisé un système d'inhalation. Étant donné que le coronavirus se loge souvent dans les poumons, ils ont développé une méthode où on inhale un médicament. Je me souviens plus c'est quoi le nom du médicament, on pourrait le retrouver, là. Mais ils inhalent directement grâce à des espèces de vaporisateurs. Et ils disent qu'au Japon, c'est en grande partie grâce à ça qu'ils ont réussi à juguler la propagation du virus. Est-ce qu'on a entendu parler ici de ça? Non. On ne parle pas de prévention. On ne parle pas de traitement alternatif. Non, il y a des protocoles. Il y a des protocoles qui existent. Par exemple, je t'en nomme un, là, le protocole Paul Marik. C'est un médecin qui a développé son propre protocole qui dit avoir réussi à guérir des gens. À guérir même des gens qui étaient infectés
et qui avaient des symptômes visibles. C'est ça. Il y a le docteur David Bronstein, c'en est un autre. Lui, il utilise une thérapie nutritionnelle et dit également avoir réussi à guérir un grand nombre de gens. Bon, alors, la liste est très longue. Tu vas donner tous les liens, Jimmy, à Gilles, qui va mettre dans le complément surprenant, s'il vous plaît. Oui, d'accord, on va essayer de partager tout ça. Oui, bon, parfait. Alors, ça, c'est encore des anomalies qu'on découvre lorsqu'on s'intéresse au sujet, lorsqu'on lit à gauche, à droite. Oui. Tout ça est disponible sur Internet. Donc, on est un petit peu comme dans un fatalisme. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Il y a seulement le vaccin qui peut venir nous sauver. Oui, ça se peut pas que dans toute la population, tout le monde, comme tu disais au début, est sur le choc. Tout le monde est paralysé et zombie. Puis il y a tous ceux qui sont intelligents qui se disaient, ben les autorités, ils savent ce qu'ils font. Ben oui, c'est ça. Ils vont nous lancer le 5G là, au mois de mars. Tout ça, là, c'était vérifié sur les êtres humains? Non. Sur les animaux, au moins? Non. Puis la même chose pour le vaccin. Le vaccin est arrivé comme un cheveu sur la soupe à toute vitesse. Est-ce qu'on l'a fait, les tests avec les animaux pendant un certain... Non, on est dans une période d'urgence. Alors, on l'applique sur l'être humain, puis on le verra. Des réactions que les humains auront, puis on va se rendre compte des résultats. On appelle ça de la science. Si on dit quelques mots sur le vaccin, oui. Encore une fois, là, on va trouver des anomalies. Bon, je sais qu'on a mentionné brièvement l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, c'était un médicament utilisé par le professeur Raoul en France. Qui a fait ses preuves pendant plus de 40 ans. 71 ans. Et là, le vaccin arrive au bout de 3-4 mois, puis il dit, vous pensez que moi, je vais accepter le vaccin comme ça, alors qu'on rejette quelque chose qui a fait ses preuves pendant 60 ans, puis après ça, on va dire, pendant 3 mois, là, on l'a même pas testé ces animaux, mais ça va être bon. C'est-à-dire que l'hydroxychloroquine, c'est considéré comme un médicament qui n'a pas d'effet dangereux pour la santé. Là. C'est utilisé. À moins que tu en prennes trop, évidemment, comme n'importe quoi, si tu exagères 60-70 ans. Il n'y a pas de problème lorsqu'on l'utilise. Il n'y a pas de réaction de santé importante, etc. Tout à coup, on l'a interdit. Donc, en France, le docteur Buzyn a interdit l'hydroxychloroquine et l'a classé comme substance vénéneuse. Du jour au lendemain. Après 60 ans d'usage, pendant qu'on en aurait besoin, dans un cas d'urgence, on le retire. Je te dis, il y a des incohérences, il y a des mauvaises volontés ou il y a de la volonté néfaste à la nature alors qu'à l'IHU de Marseille, oui. Il y a toute une équipe qui l'utilise. Quand on parle du docteur Raoul, là, il n'est pas tout seul. Hein? Non, il y a toute une équipe qui travaille avec lui, là, où il y a des professionnels, il y a des médecins. Donc, il n'est pas le seul là-dedans. Là. Donc, l'équipe dit, on a trouvé quelque chose de prometteur, on a des études. Non, c'est pas vrai, ils n'avaient pas d'études au début. Là, ils sont en train de faire des études, là, parce que ça, c'est une des choses qu'on lui a reproché. On lui a dit, vous utilisez votre médicament, mais il n'y a pas de preuve. Vous n'avez pas fait d'études en double aveugle. Randomisé. Oui, les Américains sont arrivés avec... Il était dans un traitement. Pardon? Oui, les Américains sont arrivés avec le Remdesivir, puis on s'est aperçu que c'était un fiasco monumental. Exactement. Puis Raoul, dès le début, il a dit non, ça tient pas debout. On a fait déjà des tests avec quelques patients, on s'est aperçu que ça donnait pas les résultats du tout qu'ils prétendaient. Puis dans le fameux magazine, je pense que c'est Nature, qui avait déclaré que l'hydroxychloroquine n'était pas bonne, c'était néfaste, on s'est aperçu après dans le Lancet. C'est exactement ça, c'est le scandale du Lancet. Oui, le fameux magazine scientifique spécialisé en médecine, qui a été trahi par des soi-disant journalistes qui avaient manipulé toute l'information pour faire condamner l'hydroxychloroquine, alors que ça a été prouvé par après. Mais là, après, les rectifications n'ont pas été reconnues publiquement autant. Ah non, c'est ça. C'est-à-dire que l'OMS, encore une fois, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu que finalement, le Remdesivir, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Mais ça n'a pas empêché des gouvernements comme en France, où je pense que c'est l'Union européenne, je ne sais plus trop, là, d'en acheter des milliers et des milliers de doses avant qu'il y ait une étude bien faite, avant une étude randomisée en double aveugle. Mais pour l'hydroxychloroquine, on l'exige de la part du docteur Raoul, alors qu'il y a des
des gens qui disent avoir été guéris par l'hydroxychloroquine et maintenant, ils sont en train de faire une étude là. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, maintenant, il y a beaucoup d'études qui sont publiées sur l'hydroxychloroquine. Donc, j'encourage les gens à aller voir sur Internet parce qu'il n'y a plus maintenant 1 ou 2 études. Là. Maintenant, là, il y a des dizaines d'études qui confirment que l'hydroxychloroquine fonctionne. Bon, alors, est-ce que tous ces gens-là sont fous? Est-ce que tous ces gens-là sont dans l'erreur? Pourquoi est-ce qu'on ne considère pas des traitements alternatifs? C'est très étrange tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de prévention? Actuellement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a aucun traitement. Bon. Et tout ce qui peut nous arriver si on est gravement atteint, c'est qu'on va se retrouver à l'urgence, puis peut-être qu'on va se faire placer sous respirateur, puis peut-être qu'on va en mourir. Ce serait ça la seule voie possible, à moins d'avoir accès à un vaccin salvateur. Donc ça, c'est toujours le même message qu'on nous répète encore et encore. Un vaccin, ce n'est pas un médicament en passant, hein? C'est ça. Oui. Mm. Si on peut peut-être dire 2 mots sur le vaccin. Oui, vas-y. Le vaccin qu'on nous présente comme solution. Bon, premièrement, il a été développé extrêmement vite, il a été mal testé. Ça, c'est déjà Là, une tu parles de irrégularité. celui qui utilise des brins d'ARN, Oui, celui qu'on veut nous présenter, là, tu sais le qu'au Canada, Pfizer, là. au Canada, les seuls 2 vaccins qui ont été sélectionnés, c'est 2 vaccins Le Pfizer qui, et le qui, Moderna. qui utilisent, c'est ça, qui utilisent l'ARN messager. Oui. Il y avait d'autres possibilités, hein, d'autres vaccins plus traditionnels qui existaient, comme par exemple ceux qui existaient avec des virus atténués, des virus atténués, autre chose. Non, non, tout ça, là, ça n'a pas été choisi. Les 2 seules solutions qui ont été choisies, c'est les 2 vaccins à ARN M ou ARN messager, comme on les appelle. Ça a été testé de manière extrêmement rapide. Et on sait que durant les tests, il y a eu des problèmes. Et jamais testé sur des animaux, de manière scientifique, là. Prendre 3 mois, là, pour... On a sauté par-dessus les étapes, donc déjà, ça, c'est une irrégularité. Donc, quels sont les risques? On ne sait pas, c'est inconnu. Et on demande aux gens d'aller se faire vacciner le plus vite possible. Bon. Puis là, au Québec, le scandale, c'est pour le Pfizer. Et au bout de 21 jours, tu devais retourner prendre ta 2e dose. Alors, il y en a qui se sont présentés dès le mois de décembre, dès l'arrivée du vaccin ici au Canada, au Québec, et ils se sont fait vacciner. Ils étaient tout fiers de ça. Puis on dit, dans 21 jours, on revient. Entre-temps, le gouvernement du Québec a décidé qu'on garderait les vaccins qu'on a, pas pour la 2e dose en 21 jours. Je regrette, là. Attendez un peu, vous l'avez déjà eu la 1re dose. Attendez. On va continuer à le donner à ceux qui sont dans les risques, et puis soit qui sont en première ligne sur le plan médical, ou des gens âgés, puis tout ça, c'est eux qu'on va donner les doses qui nous restent. Attendez avant d'avoir votre 2e dose. Alors, ils ont décidé de poursuivre le gouvernement avec des bons avocats pour dire, écoutez, ça ne se joue pas comme ça, là. Quand on a eu la 1re dose, le 21e jour, on est censé avoir tout de suite la 2e dose. Et là, vous dites que vous l'avez, mais vous la donnez à d'autres fins. Ce que je sais, c'est que les fabricants du vaccin ont dit qu'on ne devrait pas faire ça, parce que déjà, les études ont été faites très rapidement, mais les études ont été faites avec 2 doses. Là, si on change le protocole, qui déjà est incertain, ben là, il va y avoir des problèmes. OK? Donc, si je continue rapidement, là. N'oubliez pas que j'ai mon plan à présenter à la fin. Là, oui, c'est ça. Alors, ce qu'on nous dit maintenant pour ces nouveaux vaccins-là qui arrivent, là, c'est que ils n'empêchent pas la transmission du virus et qu'on va devoir prendre plusieurs doses. Ils soulagent les symptômes, mais pas totalement. C'est pas on peut se poser des questions sur leur efficacité. Parce que si ça n'empêche pas la transmission du virus, alors qu'on nous a dit que ça allait être la solution qui allait éradiquer la pandémie, il y a des gens qui vont même se demander pourquoi me faire vacciner.
Pourquoi est-ce que je devrais absolument me faire vacciner si ça n'éradique même pas la transmission du virus? Là, ils nous ont dit que même après le vaccin, ça c'est le docteur Fauci, entre autres, aux États-Unis, là, c'est le monsieur Arruda des États-Unis, Ben oui. que même après le vaccin, il faudra continuer avec les masques et avec la distanciation sociale. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la... On voit là, que la nouvelle normalité ne va pas disparaître demain matin. Là. On voit que ça risque de continuer. Et ça a probablement été planifié comme ça dès le début. Geneviève va nous montrer une photo qui dit long. Serge Mona était venu nous parler du fameux virus et d'un vaccin qu'on imposerait à tout le monde, qui contiendrait des nanoparticules et qui serait en 2 doses. Une première, puis une deuxième pour l'activer, et puis à partir de la 5G, on va l'activer de façon à pouvoir contrôler les zombies. Et c'était en 1993 que Serge Mona était passé sur une émission sur la télévision, comment est-ce qu'on appellerait ça, là, sociétale, là, ce qu'on appelait la télévision communautaire au Québec. L'émission qui s'appelait Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn puis la moustache. Là. Alors c'était Serge Mona. Et il est décédé, curieusement, quelques mois après être passé et dévoilé tout ça. Maintenant, il n'y a plus rien de nouveau dans ça. Alors, si tu viens de parler de Serge Mona, lui, c'était un lanceur d'alerte. Oui. Ça, c'est il a parlé autre du chose. Aussi, là. Ouais, ça, c'est autre chose que l'on observe dans le cas de cette pandémie-là. C'est que on dirait que les lanceurs d'alerte qui sont venus il y a plusieurs années, ils n'étaient pas totalement fous. Parce qu'il y a plusieurs des choses dont ils ont parlé qui semblent se déployer, semblent se réaliser actuellement. Bon, là, tu viens de parler d'un vaccin qui contiendrait des nanoparticules. Des nanoparticules. Bon. Ben, si on cherche sur Internet, on va voir qu'il y a vraiment des vaccins à nanoparticules qui sont en train de développer. Tu as parlé de contrôle. Des cristaux liquides. Il disait souvent des cristaux liquides. Mais c'est des nanoparticules dans un liquide. Là, tellement ils sont microscopiques. Plus petites que microscopiques même. C'est ça. Eh bien, donc ça peut nous mener à parler du grand reset, la grande réinitialisation. La grande réinitialisation est reliée à la 4e révolution industrielle. Alors, si tu me permets, je vais lire rapidement. Ce serait quoi la 4e révolution industrielle? On nous dit, ça c'est sur le site web du Forum économique mondial. Oui. Il y a un paragraphe très long, mais je vais lire celui qui est le plus court, là. Je l'ai pas mis. La 4e révolution industrielle représente un changement fondamental dans notre façon de vivre, de travailler et de communiquer les uns avec les autres. C'est un nouveau chapitre du développement humain rendu possible par des avancées technologiques extraordinaires, à la hauteur de celles des premières, 2e et 3e révolutions industrielles. Ce progrès, ou plutôt ces progrès, fusionnent le monde physique, numérique et biologique de manière à créer un nouveau monde prometteur. Et il y a justement M. Klaus Schwab du Forum économique mondial qui lui a dit que ça va mener à quoi? Ça va mener à une redéfinition de l'être humain. Parce qu'on va allier la technologie et l'aspect biologique des êtres humains. Donc ça va redéfinir l'être humain. Ça semble, en tout cas moi, ça me fait penser un peu à ce que Serge Mona a dit. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins qui sont haute technologie et qui vont relier les êtres humains à des systèmes informatiques. Ça, c'est l'aspect TI, technologie d'information. Ça peut être relié à la 5G. Et donc, ça mène à une société complètement nouvelle dont on n'a pas beaucoup idée actuellement. On parle de l'Internet des objets. On en a déjà parlé dans l'émission précédente. L'Internet des objets où chaque objet est connecté au réseau Internet. Si les êtres humains ont en eux des nanoparticules qui les relient également à un réseau, ça veut dire que même les êtres humains sont des objets de l'Internet des objets. Alors là, ça soulève également plein d'autres questions. Parce que tu sais que Elon Musk a déjà dit
que l'intelligence artificielle s'en vient, que l'intelligence artificielle va dépasser les capacités humaines. Donc, soit on va devenir esclave de l'IA, il parle carrément de ça, là. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le moment de la singularité. La singularité, c'est le moment, on peut la définir de plusieurs façons, mais une des façons de la définir, c'est le moment où l'intelligence artificielle devient aussi intelligente ou plus intelligente que l'être humain. Une singularité, c'est un moment qui n'a pas de retour en arrière. Quand c'est franchi, Ouais. c'est final. Tu ne reviendras jamais en arrière. Voilà. Donc, alors, quand il y a eu le Big Bang, on dit que c'était un moment de singularité. Avant le Big Bang, tout d'un coup, il y a le Big Bang, c'est fini. Là. Tu ne pourras plus revenir avant. Ça éclate, ça explose, l'univers se crée. Mathématiquement, c'est comme exponentiel aussi. Le moment où la courbe atteint l'infini, c'est la singularité. Oui. Mais les intelligences humaines, n'étant pas aussi puissantes qu'une intelligence de robot, ne réalisent pas que ça va être leur perte. Parce que même ces inventeurs-là, même avec les algorithmes de protection qu'ils pourraient faire, le robot va déclasser les humains. Et un beau jour, les robots en question vont se débarrasser de leur créateur. Bon, c'est ce qui est arrivé en Atlantide. Et c'est incroyable. On répète la même erreur qu'on avait faite il y a 25 000 ans. Alors, juste pour compléter avec, très intéressant ce que tu dis, juste pour compléter avec Elon Musk a dit, plutôt que de se faire dépasser par les intelligences artificielles, plutôt que de devenir esclave, on va plutôt se fusionner avec l'intelligence artificielle. Et ça me fait penser justement à cette 4e révolution industrielle, où on va connecter l'être humain avec les réseaux, tels que la 5G. On va connecter l'être humain par des interfaces technologiques très avancées. Elon Musk travaille justement sur une interface comme celle-là. Il ne développe pas seulement des voitures électriques, il développe également une interface machine-cerveau. Il appelle ça le Neuralink, si je ne me trompe pas. Donc ça va permettre l'interface directe là, entre les êtres humains et les ordinateurs. Et c'est toujours l'être humain qui aura le contrôle de l'interface. Pour fusionner le bio et le TI, l'informatique. L'info bio, oui, pardon. Ce que Steven Spielberg appelait dans son film IA, intelligence artificielle, IA, il appelait ça les orgas et les mechas. Ah, oui. Les mechas qui sont des ordinateurs électroniques tout simplement, tandis que les orgas sont organiques. Oui. Et eux ont un pouvoir psychique que l'ordinateur ne développera jamais. Ça va être toujours des connexions entre des chips ou des biochips ou bien même ou des puces ou même des qubits, on verra. Ouais. Oui, tu es allé loin, là. On est rendu dans les années 50, 2050. Mais si on continue, là, c'est ça le grand reset, c'est ça la grande réinitialisation finalement. Ouais. C'est la fusion du bio avec l'info ou l'informatique. Ouais. Et là, ça soulève toutes sortes de questions. Parce que là, on voit qu'avec la pandémie, avec toutes les mesures qui sont prises, on est comme dirigé tranquillement vers ça, mais sans discussion. Il n'y a pas de débat de société. On dirait que les gouvernements ne débattent pratiquement plus pour les lois. C'est le gouvernement par décret. Les gens n'ont plus vraiment de choix. Les gens sont confinés. Les gens ne peuvent pas vraiment discuter entre eux, sauf à travers les réseaux Internet. Mais là, ça veut dire que tout peut être écouté. On a déjà vu tout à l'heure qu'on ne peut pas vraiment se rebeller. Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, on s'en va tranquillement vers cette société-là qui semble être une société très technologique, robotisée, une société de surveillance totale, une société Big Brother, où il y a l'Internet des objets, où les êtres humains peuvent être considérés comme des objets, et où ils sont finalement, si la tendance se poursuit avec la nouvelle normalité, où les êtres humains sont tranquillement coupés de leur humanité. Donc, quels sont les risques? Il
il y en a qui parlent déjà de neuropiratage. C'est-à-dire que si on connecte les cerveaux à des ordinateurs, on peut non seulement pirater les ordinateurs, mais on peut également pirater les cerveaux. On peut influencer les cerveaux. Donc, ça mènerait à des risques de contrôle de la pensée. Donc, voilà, tout ça, là, c'est su, là, c'est sur Internet. J'invente rien, c'est pas de la science-fiction. Il y a des gens qui travaillent là-dessus déjà actuellement. Là. Je sais qu'on a dépassé l'heure, je sais pas si tu veux qu'on continue. Oui, je vais te montrer le plan. Oui, ça serait bien. T'es prêt? Alors, vas-y. Toi, malheureusement, tu es un peu loin pour le lire, mais Geneviève va nous montrer le plan. Je vous invite à faire des arrêts sur l'image pour bien prendre connaissance de ce plan. Des explications détaillées et complémentaires sont données dans le premier supplément disponible dans le club créé du mois de janvier. Il y a aussi une deuxième partie beaucoup plus optimiste dans le club créé du mois de janvier sur le même thème. On reviendra sur des détails de ce plan-là au Vidéorandia numéro 6, diffusé le samedi 6 février 2021. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a une augmentation rapide du prix de l'essence, des difficultés d'approvisionnement pour le fameux vaccin. Nous étions le samedi 16 janvier 2021 pour la diffusion de ce Vidéorandia numéro 3, directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal au Québec, Canada. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésothériste du Nouveau Monde. Notre invité, M. Jimmy, interprète professionnel. Sur le thème « La petite apocalypse, phase 3 ». Il y aura une suite dans les suppléments disponibles dans le club créé du mois de janvier, 2 suppléments. Le complément surprenant de Gilles Surprenant est disponible dans le forum Orandia, juste ici, premier commentaire épinglé. Supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald. À la recherche, Louis Ferland. À la régie, Geneviève Spirale. Et la conception du nouveau site du Club créé 2021, François Deschamps, webmaître. Pour aller directement au nouveau club créé, vous pouvez aller par la page d'accueil du site régulier d'ésotérisme expérimental dans le bandeau rouge à droite. Et aussi, maintenant, il y a une tuile qui a été ajoutée et qui vous permet d'avoir accès instantanément à la page d'accueil du nouveau club créé. Là où vous pouvez remplir le formulaire d'abonnement, vous pouvez tout simplement visiter ce site du club créé sans obligation de votre part. C'est rapide et instantané pour avoir accès aux vidéos, entre autres du mois de janvier, au téléphone Martin Desbois pendant 1 heure et 2 vidéos complémentaires et supplémentaires avec Jimmy. Prenez bonne note des adresses qui sont ici affichées au cas où. Et la suggestion qu'on vous fait, bien sûr, c'est en rapport avec le contenu de l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, un pouce par en haut, c'est très important pour nous. Merci et à bientôt.